défi. Communiste ou communisant. C'est contre-vérité. D'hommes semblables et égaux. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Scopéo, l'Observatoire politique. Je suis Maxime de Scopéo et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes plus que heureux de poursuivre notre série d'entrevues politiques avec cette fois-ci M. Stéphane Piednoir, sénateur du Maine-et-Loire. Au programme d'aujourd'hui, la stratégie nucléaire et surtout énergétique de la France. Je laisse tout de suite la parole à mon compère Lucas, cofondateur de Scopéo, pour qu'il pose le décor de ce podcast. Merci Maxime, bonjour à celles et ceux qui nous écoutent et surtout bonjour à vous, monsieur Stéphane Piednoir. Bonjour. Vous nous faites le plaisir aujourd'hui de nous accorder cette entrevue pour discuter ensemble de sujets relatifs à la politique énergétique de la France. Vous êtes vous-même membre de l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui produit régulièrement des rapports sur les décisions scientifiques du gouvernement, mais je vous laisserai présenter un peu plus en détail ce qu'est cet office. Avant de démarrer l'entrevue et de rentrer dans le vif du sujet, monsieur Piednoir, je vous laisse vous présenter brièvement pour celles et ceux qui nous écoutent. Merci à vous deux pour l'invitation. En présentation, je voudrais simplement dire que je suis donc sénateur de Maine-et-Loire depuis septembre 2017. J'étais auparavant maire d'une commune au nord d'Angers, d'environ 7500 habitants, et vice-président d'une agglomération. Dans ce cadre, je m'occupais particulièrement des questions d'énergie et d'énergie renouvelable en particulier. Donc, c'est tout naturellement que j'ai souhaité intégrer l'OPEX. Alors, c'est sans doute à côté des commissions permanentes pour les députés et les sénateurs qui sont tous dans une commission permanente. Il y en a 7 au Sénat. Pour moi, c'est la commission de la culture, de l'éducation et voilà, en prolongement un petit peu de mes activités professionnelles puisque j'étais professeur de mathématiques auparavant. Et puis à côté de ça, donc il y a cet office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques qui est une structure vraiment totalement singulière. C'est-à-dire que c'est la seule structure qui rassemble des députés, des sénateurs, 18 députés et 18 sénateurs, avec un équilibre également de représentation des forces politiques, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Et ce sont des parlementaires qui sont plus particulièrement, on va dire, investis sur des questions scientifiques. On retrouve beaucoup de personnes qui ont des formations scientifiques dans cet office. Et alors de manière emblématique, il est présidé par Cédric Villani, médaille Fields de mathématiques, et donc premier vice-président, et Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense. C'est dire le poids un petit peu des cadres de cet office. Et comme son nom l'indique, il a pour mission de produire des rapports, des réflexions, parfois des choses un petit peu moins épaisses, des petits rapports sur la politique à long terme dans le domaine scientifique et technologique de notre pays. Donc, les sujets sont assez vastes depuis la création de l'OPEX en 1983. Beaucoup de rapports sur le nucléaire. Je crois que ça fera partie évidemment de l'essentiel de nos échanges aujourd'hui, mais aussi des interrogations sur le spatial, sur la recherche dans le domaine du biomédical. Alors c'est particulièrement vrai depuis 18 mois, depuis la crise sanitaire que nous connaissons. Comment on construit un vaccin, voilà, des choses comme ça, et comment on doit orienter la politique du pays sur ces thématiques-là. Donc ces rapports, on a la naïveté de croire qu'ils sont lus par l'exécutif, servent donc à aiguiller les décisions de l'exécutif dans le domaine scientifique et technologique. Voilà, en quelques mots de présentation de l'OPEX, qui n'a pas de pouvoir législatif en tant que tel. Donc son rôle n'est pas de produire de la loi ni de réglementation, mais vraiment de donner à réfléchir, d'aiguiller la réflexion du gouvernement en place. C'est toute la beauté, j'ai envie de dire, du travail que l'on produit, parce que il pose les bases de décisions pour les décennies à venir, et c'est en cela extrêmement enrichissant d'un point de vue intellectuel. Merci beaucoup, monsieur Piednoir, pour ces premières réponses et ces premiers éléments qui nous permettent d'entrevoir le travail et le rôle de l'OPEX dans la réflexion parlementaire et la réflexion gouvernementale sur l'énergie. J'imagine que vous avez conscience vous-même que l'OPEX est assez méconnu du grand public. Alors, merci d'abord pour ces premiers éléments d'explication. Vous-même, vous êtes membre de l'OPEX, comme vous l'avez dit.
Qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager politiquement et personnellement dans cet office? Et qu'est-ce que cela vous apporte dans votre vie parlementaire? Alors, ce qui m'a poussé à candidater à cet office, puisque, comme je l'ai dit, il faut représenter un petit peu les forces politiques de chaque assemblée, l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, c'est en proportion du poids de chaque groupe politique. Donc, le groupe auquel j'appartiens, les Républicains au Sénat, a une place importante, mais néanmoins comptée. Donc, il faut candidater, il faut que notre candidature soit retenue au sein de notre groupe. Et moi, ce qui m'a poussé à poser cette candidature, c'est vraiment le prolongement de ma formation initiale. C'est-à-dire, moi, j'étais professeur de mathématiques, j'ai une formation scientifique, j'ai fait un bac scientifique et quelques années d'études après en me spécialisant sur les mathématiques, mais avec un socle scientifique assez puissant, assez fort. Bien sûr, les maths, mais pas seulement, la physique. Et donc, dans le prolongement, je trouvais ça intéressant de pouvoir, faire profiter de ce vernis scientifique que je crois pouvoir disposer. Et puis, évidemment, approfondir. J'ai produit un premier rapport il y a 2 ans sur la fin de commercialisation des véhicules fonctionnant à l'essence, pour faire simple, véhicules émettant des gaz à effet de serre, là aussi avec une députée du Lot, Huguette Siegner. Et donc là, j'ai découvert des choses, évidemment, sur l'univers de la construction automobile, sur les besoins en termes d'électricité pour alimenter les véhicules électriques, les conséquences sur la formation initiale et la formation professionnelle, les conséquences sur la filière automobile en termes d'emploi. Enfin voilà, c'est des choses, évidemment, avant d'être parlementaire, que je n'avais pas forcément en tête. Et le fait de creuser en menant des auditions, il faut dire que ces rapports sont le fruit d'auditions nourries pendant plusieurs mois. Un rapport parlementaire, un rapport à l'OPEX, c'est quasiment une année de travail, entre 6 et 1 an. Et donc, on mène des auditions, on est confronté à des acteurs qui sont extrêmement au fait des questions qu'on leur pose. Et donc, c'est tout ça qui doit alimenter avec des avis aussi très contradictoires, très contrastés parfois. Et donc, c'est cette confrontation des avis et des idées qui fait que nous, on émet un avis, on émet des préconisations, des vigilances, des points de vigilance sur telle ou telle politique. Ça a été le cas sur les véhicules, la fin des véhicules thermiques à l'horizon 2040. Ce sera le cas sur le rapport Astrid que nous publierons la semaine prochaine. Alors justement, donc le timing de ce podcast tombe à point nommé, puisque dans quelques jours, l'OPEX publiera ouvertement en accès libre sur Internet son avis sur l'arrêt du projet Astrid. Donc alors le projet Astrid, pour nos auditeurs qui ne connaisseraient pas, c'était une sorte, c'était un programme pour développer un réacteur nucléaire de 4e génération, donc basé sur un réacteur rapide refroidi au sodium. Voilà, si je me trompe pas, il me semble que c'est ça. Et donc ce projet de recherche a été complètement arrêté par le gouvernement il y a maintenant un peu plus d'1 an. Et donc, l'OPEX a été mandaté, il me semble, pour donner son avis, enquêter en quelque sorte sur le pourquoi du comment de l'arrêt de ce projet. Donc, à l'heure où on enregistre ce podcast, le rapport de l'OPEX n'est pas encore publié. Cependant, il le sera sûrement à la date de publication de ce podcast. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner de manière dans les grandes lignes, le point de vue de l'OPEX sur l'arrêt de ce projet de recherche de réacteurs nucléaires? Alors, peut-être pour resituer, le projet Astrid a été bien décrit. Je pense qu'effectivement, dans l'opinion publique, c'est sans doute pas le sujet qui vient dans la plupart des conversations des gens en soirée. Donc, il faut bien comprendre que c'est un projet de recherche qui avait été confié en 2010 par le président Chirac au CEA, au Commissariat à l'énergie atomique, donc pour construire un nouveau prototype de réacteur nucléaire. Il se trouve qu'il y a plusieurs sortes de réacteurs nucléaires. La première filière, c'était une filière au gaz. C'était les premiers réacteurs nucléaires qui ont été construits dans les années 60 étaient sur cette filière-là. Et puis, sous Pompidou, pour les réacteurs qui ont été construits à partir des années 70-72, la filière qui a été retenue, c'est des REP, des réacteurs à eau pressurisée. Autrement dit,
ce qu'on appelle, enfin, l'eau était le caloporteur, donc porteur de, c'est la matière qui refroidit les électrons dans le réacteur. Et donc, on avait conscience que cette filière-là, cette filière des REP, un réacteur à eau pressurisée, avait un temps limité de vie. Hein. On évoque 40 ans, même si il n'y a aucun document officiel qui fixe la durée d'une centrale nucléaire à 40 ans. Ça, c'est une légende urbaine, bien relayée par ailleurs. C'est une durée théorique qu'il a été convenu d'admettre à un moment donné, mais il n'y a rien qui fixe ça. En tout cas, il y avait une évolution de la filière vers des réacteurs d'une autre génération, d'une 4e génération. Alors, on me dirait, il en manque une. C'est la troisième génération, c'est la filière des EPR. On parle beaucoup parce qu'elle connaît un certain nombre d'obstacles, avec Flamanville notamment. On pourra y revenir parce que c'est le fruit quand même de décisions politiques ou d'absence de décisions politiques. Mais en tout cas, on était vraiment sur l'après et sur des réacteurs qui avaient vocation à être construits à partir des années 2040. Vous voyez, le prototype était envisagé environ à l'horizon 2020 à peu près, pour donc les premiers réacteurs opérationnels à l'horizon 2040. Donc évidemment, la technologie, elle diffère parce qu'au lieu de choisir de l'eau pour caloporter l'énergie, on est sur du sodium. Alors on pourrait dire, bon, pourquoi le sodium? Alors il y a un avantage, c'est que ça ne ralentit pas les électrons, donc l'électricité produite, chaleur produite n'est pas est entièrement utilisée, hein, si je peux dire. Et puis, mais par contre, il y a des obstacles. L'obstacle, c'est que le sodium réagit à l'eau et à l'air, il s'enflamme ou il explose au contact de l'un de ces deux matériaux. Donc, évidemment, c'est plus compliqué que de l'eau, que d'utiliser de l'eau comme caloporteur. Maintenant, rien n'est insurmontable. Et en réalité, ce projet Astrid était la continuité de 70 années d'expérience de la France dans ce domaine-là, sur ce qu'on appelle les RNR, les réacteurs à neutrons rapides, caloportés au sodium, parce que c'est les premiers prototypes, les premiers réacteurs de RNR ont tourné dès les années 50, avec un premier, des toutes petites puissances, mais le réacteur Rhapsody était le premier, puis le réacteur Phoenix, puis le réacteur Super Phoenix. Donc, on avait véritablement un temps d'avance sur cette filière-là. Et donc, le président Chirac, en 2010, dit que bon, c'est l'avenir du nucléaire pour la France, donc la 4e génération. Et il faut enchaîner un programme de recherche pour construire ce prototype et construire des réacteurs. Un autre aspect extrêmement important qu'il faut avoir en tête sur les RNR, c'est la gestion des déchets. C'est évidemment un sujet quand on parle du nucléaire, c'est évidemment important, et il ne faut pas se voiler la face sur le nucléaire produit des déchets qui sont évidemment potentiellement dangereux puisqu'ils sont pour certains radioactifs, voire très radioactifs. Dès les années 80, on a investi lourdement dans le traitement de ces déchets avec l'usine de La Hague. L'usine de La Hague, elle a vocation à prendre les combustibles usés qui sortent d'une première combustion en réacteur à eau pressurisée, en REP, et de les transformer. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail des transformations physiques, d'abord parce que ce n'est pas mon métier, et puis je pense que ce n'est pas forcément l'objet de votre podcast, mais donc d'utiliser ces combustibles usés, je dis bien combustibles usés et pas déchets, pour en faire un autre combustible qui est susceptible de tourner à nouveau dans un réacteur. Ce nouveau combustible, c'est MOX, c'est le combustible MOX, donc qui est une combinaison d'uranium appauvri issu de la première combustion, puis d'autres produits. Et ce MOX peut être à nouveau utilisé pour une nouvelle combustion, mais pas dans tous les réacteurs. On avait 58 réacteurs, on n'en a plus que 56 avec la fermeture des 2 réacteurs de Fessenheim, bien évidemment. Et donc, sur ces 56 réacteurs, seuls 24 aujourd'hui sont capables d'utiliser ce combustible MOX, tout simplement parce que ce n'est pas tout à fait la même chose que l'uranium, le combustible uranium tel qu'on le met aujourd'hui dans les barres des réacteurs REP.
Voilà. Et alors justement, la question, c'est pourquoi dans un tel contexte, avec voilà, un parc nucléaire qui vieillit, pourquoi avoir voulu arrêter ce projet de recherche qui, même si voilà, il est très technique pour les gens qui nous écoutent, il faut garder juste de manière synthétique à l'esprit que c'était voilà, c'était synonyme d'espoir, c'était synonyme d'avenir pour la filière nucléaire française. Donc pourquoi, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce programme de recherche a été arrêté? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et comme je disais, en fait, le multirecyclage permettait de diminuer les déchets et même d'être quasiment ISO, c'est-à-dire on produisait autant de déchets qu'on en consommait. C'est un peu réducteur, mais l'idée, c'est ça. Alors, évidemment, la première raison qui vient à l'esprit, c'est le coût. Le premier contrat, la première convention d'objectifs qui avait été signée par le président Chirac avec le CEA, fixait un montant global de 650 millions d'euros. Voilà. Aujourd'hui, avec les concours divers, parce qu'il y a d'autres sources de financement, on a une estimation qui est à 1,2 milliard, 1,3 milliard. C'est évidemment conséquent. Il faut avoir en tête, évidemment, les grandes masses. L'ensemble du parc nucléaire tel qu'il fonctionne aujourd'hui a mobilisé, en euros de 2010, en euros actuels, quasiment 80 milliards d'euros. Donc, vous voyez, 1,3 milliard sur ce programme, uniquement sur ce programme de recherche, c'est quand même conséquent au regard de ce que l'ensemble du parc nous a coûté aujourd'hui. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est de dire on va réduire la production de nucléaire et donc on n'a pas à poursuivre une aventure qui va nous mener sur la construction de réacteurs dont on n'aura potentiellement plus besoin. Et ça, c'est une analyse, on ne veut pas dire, des décisions politiques sur lesquelles on peut revenir longuement, mais qui sont extrêmement lourdes de conséquences, parce que moi, je n'y crois pas. Je crois que c'est extrêmement dangereux de se dire on n'aura plus besoin du nucléaire à l'horizon 2040 ou 2050, en France en tout cas, et dans beaucoup de pays du monde, je crois que c'est totalement illusoire de faire ce pari. Pour bien préciser les choses, ce n'est pas une décision d'arrêt, totalement d'astreinte, parce que de fait de ce qu'on appelle la fermeture du cycle, c'est-à-dire la réutilisation des combustibles usés pour de nouvelles combustions, c'est ce qu'on appelle la fermeture du cycle, c'est-à-dire en gros une iso-consommation de combustible nucléaire, pour faire simple encore une fois, c'est inscrit dans la loi. C'est la loi Bataille de 1991, rappelée dans une loi complémentaire en 2006 qui dit très clairement que notre pays est inscrit dans un processus de fermeture de cycle. Et donc, techniquement, d'un point de vue législatif, l'exécutif ne peut pas prendre cette décision d'arrêter la filière de 4e génération parce que ça revient à dire on fait une croix sur la fermeture du cycle qui, elle, est inscrite dans la loi. Autrement dit, ça ne peut pas passer sans consultation du Parlement, Assemblée et Sénat. Comme toute inscription dans la loi, si on veut modifier la loi, c'est évidemment possible et il revient à l'exécutif de le faire, mais ça ne peut pas passer sans consultation du Parlement, sans modification de la loi par le Parlement. Sur votre réponse précédente, vous évoquiez le sujet très polémique, et j'imagine sur lequel vous travaillez beaucoup dans vos recherches scientifiques des déchets nucléaires. Moi, j'aimerais évoquer plus particulièrement un autre sujet qui revient beaucoup quand on parle de l'énergie nucléaire. C'est celui des accidents nucléaires historiques qui sont évidemment extrêmement spectaculaires et qui restent longtemps dans les mémoires des citoyens, à l'image de ceux de Tchernobyl et de Fukushima, évidemment. Vous savez évidemment que cela génère des peurs, des craintes naturellement chez les citoyens, fondées ou non, au sujet de la sécurité de l'énergie nucléaire. Alors, que faut-il répondre selon vous à ces doutes? Que faire pour convaincre les sceptiques, pour les rassurer à propos de la sécurité de l'énergie nucléaire en France? Oui, alors on dit beaucoup de choses sur le nucléaire. Je relisais une déclaration, un sondage qui faisait état que 2 Français sur 3 considéraient, par exemple, que les fumées qui sortaient des réacteurs nucléaires étaient des fumées qui émettaient des gaz à effet de serre. C'est de la vapeur d'eau, par exemple, une croyance qu'il faut démontrer. Ensuite, sur le risque nucléaire, il n'est pas question de mettre ça sous le tapis. Évidemment, qu'on manipule des produits radioactifs et qui peuvent créer le mécanisme à l'intérieur du réacteur peut s'emballer,
créer ce qu'on appelle la fusion nucléaire. La fusion nucléaire, c'est ce qui est à l'origine, enfin, c'est ce qui est potentiellement l'aboutissement du projet ITER à Cadarache, si vous avez entendu parler de ça, qui est l'autre mécanisme radioactif qu'on voudrait pouvoir maîtriser et qui serait totalement le Graal, puisqu'on aurait quasi une énergie infinie. Donc, ce qu'on veut éviter à l'intérieur d'un réacteur classique, tel que nous les connaissons sur la fission nucléaire, c'est éviter l'emballement. Or, sur les accidents que vous citez, à Fukushima, c'est pas le problème en soi de nucléaire, c'est le tsunami qui fait énormément de morts. À Tchernobyl, c'est une erreur humaine. Un certain nombre de ceux qui nous écoutent ont probablement regardé la série de Tchernobyl. C'est effarant de voir à quel point on a négligé des processus de contrôle, des processus humains de sécurité. Partout où le nucléaire est développé aujourd'hui, on a des autorités de sûreté qui sont de plus en plus draconiennes. Depuis Fukushima, on a durci les conditions sur qu'on appelle les radiers, c'est-à-dire les socles des réacteurs. Voilà, on n'arrête pas d'augmenter l'exigence sur la construction des réacteurs, sur l'exploitation des réacteurs. Et en réalité, il y a peu d'accidents, il n'y a pas d'accident qui soit lié à une mauvaise maîtrise du phénomène physico-nucléaire. Ça n'existe pas. Et on peut comparer, alors on peut faire des analyses sur le nombre, je crois que c'est Jean-Marc Jancovici qui a fait cette analyse sur le nombre de morts produits par les mines de charbon ou les exploitations de pétrole sur des plateformes. C'est sans commune mesure, quoi. On est évidemment que ces accidents sont dramatiques, mais c'est sans commune mesure avec le nombre de décès constatés par l'exploitation, en particulier des énergies fossiles. Et pour rebondir sur le sujet des déchets, qui est évidemment très préoccupant quand on est sensible à la question écologique, quel est l'état de la recherche aujourd'hui en France notamment, mais même en règle générale, quel est l'état de la recherche sur la gestion et éventuellement à long terme le recyclage des déchets nucléaires? Alors sur la gestion, on a l'ANDRA, qui est la structure qui est chargée qui supervise la gestion. On a un plan national de gestion des matières qui fait l'objet d'un débat public. Je veux dire, tout ça est quand même plutôt, voire très transparent. Ça, c'est sur la gestion des déchets. On a le projet CIGEO dont vous avez entendu parler sans doute, qui est un projet à Bure, dans la Meuse, qui consiste à enfouir à 450 mètres en couche géologique profonde et très stable des déchets qui sont vitrifiés et qui vont être stockés là pendant des centaines d'années. Sur la recherche, on a plein de pistes, quoi. Quand je parlais des réacteurs de 4e génération, il y a plein d'autres possibilités pour faire suite aux EPR, y compris d'ailleurs des petits réacteurs qui auraient l'avantage, ce qu'on appelle les Small Modular Reactors, des SMR. Il faudrait qu'on pourrait développer dans des usines qui en auraient un effet de série et qu'on pourrait donc installer de l'usine sur des sites directement, éventuellement enfouir, ce qui permet en termes de sécurité évidemment d'être à la pointe. Donc il y a plein d'objets de recherche. Maintenant, la vraie question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce qu'on veut vraiment poursuivre l'aventure nucléaire, et pas seulement en France, pour le monde entier, ou est-ce qu'on considère que du jour au lendemain, là, on va revenir à la bougie? Je crois, vous avez compris avec ma question, que je crois vraiment qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions et qu'on ne peut pas comme ça abandonner une filière qui est extrêmement prometteuse, non seulement prometteuse, mais qui a fait ses preuves. Alors, vous nous disiez justement que la grande question, c'est est-ce qu'on souhaite continuer l'aventure nucléaire ou non? Moi, j'aurais envie de dire, c'est un petit peu compliqué de connaître la position du gouvernement aujourd'hui. On a l'impression qu'il n'arrive pas à prendre de décision, qu'on est dans en même temps, parce que d'un côté, on entend un président et certains ministres qui nous parlent du nucléaire comme quelque chose dans lequel il faut investir, dans un secteur qui est prometteur. Puis de l'autre côté, on a des ministres comme Mme Barbara Pompili qui ont du mal à admettre que le nucléaire est nécessaire à la transition écologique. On a aussi l'arrêt de Fessenheim, on a le cas de Flamanville également. Donc comment, vous, de votre point de vue de parlementaire qui avez étudié ces questions-là, comment vous expliquez ce
ce véritable en même temps macronien, où on dit deux choses littéralement en même temps. Si je me permets, c'est difficile de me demander d'expliquer ça, parce que c'est assez incompréhensible en réalité. Comme vous l'avez dit, on a une forme de procrastination d'ailleurs du président de la République lui-même qui a fléché des fonds dans le cadre du plan de relance sur la recherche dans le nucléaire, et puis il était attendu sur le Creusot en disant, lors de sa visite au Creusot, en disant on va forcément aller vers la construction de trois paires de PR, c'est ce qu'on a entendu, et puis en fait il n'y a pas de décision, et on voit bien, enfin, ce qu'on comprend bien, c'est que c'est surtout pas le moment de faire ces annonces-là, probablement parce que on est à quelques mois d'une élection présidentielle. Enfin, l'avenir énergétique et économique d'ailleurs du pays, l'indépendance énergétique du pays, vaut mieux qu'une procrastination comme ça de plusieurs mois. En réalité, il est urgent de prendre des décisions tout simplement parce qu'on a ce qu'on appelle un effet falaise. J'ai parlé tout à l'heure des 58 réacteurs qui avaient été construits quasiment en l'espace de 15 à 20 ans. Et évidemment, s'ils sont construits quasiment tous en même temps, ils vont arriver en fin de vie quasiment tous en même temps. Donc, on a eu des périodes où on aurait dû prendre des décisions, notamment au début des années 2000. Ensuite, on a eu des décisions contraires avec des accords sur l'autel d'accords politiques qui sont très contestables. Et aujourd'hui, à nouveau, on suspend le programme Astrid qui condamne la fermeture du cycle, comme je l'ai expliqué, qui est inscrite dans la loi. Et on ne propose rien d'autre en compensation, si je puis dire. En tout cas, mais pour aller où? La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va produire notre électricité? On voit tous que les besoins en électricité sont en train de croître de manière considérable. D'ailleurs, on a, de ce point de vue-là, en France, une espèce de schizophrénie un peu inquiétante, et puis comme l'Angleterre et l'Allemagne disent, on va augmenter de 70 à 80% notre consommation d'électricité à l'horizon 2050. En France, on dit 20%. Ça ne tient pas la route. Donc, on est à la fois face à un mur d'augmentation de la consommation électrique, notamment avec la mobilité électrique, et puis ce qui constitue, nous, notre 70%, je rappelle, de notre production électrique d'origine nucléaire, qui est en train de s'éteindre. Je ne comprends pas comment cet impératif-là ne constitue pas pour l'exécutif, pour le gouvernement, une obligation de faire des annonces. Et parce qu'on sait que la construction d'un réacteur, vous savez, il faut 10 ans pour faire émerger un réacteur, pour qu'il soit en capacité de produire de l'électricité. Donc c'est maintenant, quoi. Élection présidentielle ou pas, il fallait prendre les décisions durant ce quinquennat et probablement durant ce précédent également. Et donc moi, je ne l'explique pas, à part pour ménager peut-être la susceptibilité de lobby antinucléaire qui constitue encore une part de la majorité présidentielle. C'est peut-être sans doute là une explication politique qu'on peut trouver. Alors, pour ma part, je vais peut-être être un peu plus polémique. L'explication politique, j'ai l'impression qu'on peut la trouver dans la politique étrangère. Vous évoquiez l'Angleterre et l'Allemagne. Quand on voit que l'Allemagne, d'un côté, refuse que le nucléaire soit considéré comme une énergie verte, comme c'est le cas ailleurs, déjà en Inde, en Chine, aux États-Unis, et voilà, a aussi participé à motiver la fermeture de Fessenheim, puisque c'est une centrale qui se trouve à la frontière franco-allemande. Est-ce qu'on ne peut pas penser d'une certaine manière que l'Allemagne pèse quand même beaucoup, voire dicte par moment la politique énergétique française, tout particulièrement en termes de nucléaire? Mais bien sûr, alors la politique énergétique de l'Allemagne, évidemment, depuis sous Merkel, a été très fortement soumise aux influences des Verts allemands, qui font une part de leur révolution. Quand même, il faut le dire qu'on aimerait entendre des responsables de cette tendance-là en France dire que le nucléaire fait partie de la solution. On a des politiques écolos qui commencent à avoir ce discours en Allemagne. Bon, donc oui, le poids de l'Allemagne pèse. Il faut pas oublier que l'EPR, c'était une collaboration franco-allemande. C'est une collaboration franco-allemande à la base. Et que du coup, les normes qui se sont durcies sur la construction de ces EPR, qui nous ont conduit à des difficultés que l'on connaît, sont liées à des augmentations d'exigences en cours de construction. Évidemment, si en cours de construction d'une maison, vous augmentez le cahier des charges, vous durcissez le cahier des charges, vous allez avoir un allongement des délais, vous allez avoir une augmentation du coût.
tout le monde peut comprendre ça. C'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé sur l'EPR. Il y a d'autres problématiques en termes de perte de savoir-faire, bien sûr. On peut parler des soudures sur l'EPR de Flamanville, par exemple, mais pas que. On voit bien qu'il y a eu un durcissement des conditions imposées par l'Allemagne à la France dans le cadre de la construction de ces EPR, qui fait qu'on n'y arrive pas. On n'arrive pas à tenir des délais, on n'arrive pas à tenir le coup. Donc oui, vous avez raison, le poids de l'Allemagne, mais ça fléchit un petit peu et on sait bien que leur gros problème, c'est la production d'électricité par des centrales à charbon. Les émissions, enfin la production d'électricité par le charbon, c'est 50 fois plus émetteur de CO2 que le nucléaire, il faut quand même le savoir. Donc la solution, pas seulement en Allemagne, mais en Pologne et dans plein d'autres pays, ça passe par la construction de réacteurs nucléaires, éventuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, des petits, des small modular réacteurs, mais pas que. L'Inde a fait le choix, par exemple, de construire 6 EPR de grande puissance, parce que les besoins électriques de ce pays-là, et de tous les pays émergents, elle va être en croissance exponentielle, c'est évident. Donc il faut qu'on ait le courage simplement de dire, oui, le nucléaire comporte un certain nombre de risques, mais nous donnons les moyens de les maîtriser. L'ASN, l'Agence de l'Autorité de sûreté nucléaire en France, est extrêmement pointilleuse, extrêmement exigeante sur le contrôle de nos installations. Je crois que ça, développé à l'échelle mondiale, il n'y a aucune raison d'avoir une peur excessive de cette production. Maxime vient d'évoquer le sujet de la politique étrangère et plus particulièrement européenne. On a également eu des considérations purement énergétiques et scientifiques. Maintenant, j'aimerais, si vous le voulez, Monsieur Piednoir, qu'on se penche un petit peu sur l'aspect économique de la filière nucléaire, puisqu'il est vrai qu'on entend de nombreux écologistes qui promeuvent le développement des énergies renouvelables afin de créer, comme ils disent, des centaines de milliers d'emplois en France. Je me souviens particulièrement de la France Insoumise en 2017 qui défendait cette position en déclarant qu'il pouvait éventuellement y avoir 2 à 3 millions d'emplois en développant les énergies renouvelables en France. Alors, en comparaison, la seule énergie nucléaire n'emploie peut-être pas suffisamment si à l'inverse, on développait un petit peu plus nos énergies renouvelables à l'échelle nationale. Quelle est votre opinion sur ce sujet, monsieur ? Je vous donnerais bien mon opinion sur la qualité des experts de la France Insoumise dans le domaine de l'économie, mais je ne suis pas sûr que ça intéresse. Mais franchement, au bout du compte, il faut quand même se dire que c'est le consommateur qui paye. On a une électricité qui aujourd'hui est 2 à 3 fois moins chère pour le client particulier qu'en Allemagne, par exemple. La filière nucléaire, c'est 220 000 emplois directs et indirects, rien qu'en France, c'est 3 000 entreprises. Moi, je veux bien qu'on mette tout ça par terre et qu'on remplace par 2 millions d'emplois dans le domaine des énergies renouvelables. Je n'y crois pas. Moi, j'ai 2 chiffres en tête. C'est ce qu'a coûté le parc nucléaire aujourd'hui, en 15 ans, 80 milliards d'euros. La construction des 58 réacteurs, 80 milliards d'euros. On a investi dans les ENR, dans l'éolien et dans le photovoltaïque sur les 15 dernières années, 150 milliards d'euros, le double, pour produire 15% d'électricité, alors que le nucléaire en produit 70%. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi, ça. Encore une fois, dans tous les scénarios du GIEC, que ce soit l'Académie de médecine, l'Académie des sciences, qui a produit un rapport là, le 8 juillet, il y a quelques jours, en disant il faut du nucléaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'ENR. Vous voyez, on n'est pas sur des scénarios 100% nucléaires, alors que de l'autre côté, si je puis dire, on nous dit qu'il faut des scénarios 100% ENR. Mais ce n'est pas le modèle de la France. Certains pays, tant mieux pour eux, la Norvège, profitent d'éléments naturels extrêmement favorables pour produire de l'électricité totalement décarbonée avec les chutes d'eau. L'hydraulique en Norvège, c'est 95% de la production d'électricité. Tant mieux pour eux. On n'a pas ça. Il faut arrêter de se dire qu'avec nos couloirs de vent et avec notre ensoleillement en France, on va produire toute l'électricité. Ça n'est pas vrai. D'ailleurs, la première ENR en France, c'est ni l'une ni l'autre, c'est l'hydraulique. C'est parce qu'on a su exploiter nos barrages. On a beaucoup de rivières et de fleuves en France. On sait qu'on s'appuie dessus. On produit beaucoup d'électricité avec ça. Mais de se dire on va tout raser et puis vous allez voir c'est formidable, on va avoir 2 millions de personnes qui vont travailler avec les ENR, c'est pas possible. Il faut être réaliste un petit peu. Et puis il faut s'appuyer sur ce qui fonctionne, sur ce qui est économiquement stable, costaud, robuste, et c'est le cas du nucléaire.
Voilà, donc, mais encore une fois, pas de scénario 100% nucléaire parce que c'est pilotable en fait. Et au moment où les ENR produisent, au moment où le vent souffle fort, au moment où le soleil tape fort également, on peut réduire. C'est facile de piloter la production d'électricité par le nucléaire. C'est totalement pilotable, ce que n'est pas une éolienne ou un panneau photovoltaïque. Voilà. Donc, les deux sont complémentaires. Il faut arrêter d'opposer l'un et l'autre. Tous les scénarios, désormais, s'accordent à dire qu'il faut à la fois du nucléaire et des ENR. C'est intéressant que vous ne soyez pas dans cette posture dogmatique, justement, d'opposer l'un et l'autre, parce qu'on voit dans certains camps politiques, en particulier dans des gens qui se réclament de l'écologie, des gens qui font du dogmatisme, qui opposent l'un et l'autre. Vous qui devez côtoyer d'autres parlementaires qui appartiennent probablement à des groupes affiliés à Europe Écologie Les Verts, comment vous expliquez, quels sont, vous, dans vos interactions peut-être avec ces parlementaires-là, comment eux expliquent aussi ce refus d'avoir recours au nucléaire pour participer à la transition écologique, alors même que le GIEC, dans son dernier rapport, indiquait que il fallait compter que le nucléaire serait un outil indispensable, c'est le mot qui est utilisé, à la transition écologique. Comment vous l'expliquez, cette posture dogmatique de certains écologistes qui refusent en bloc tout recours au nucléaire? Je l'ai dit, il y a depuis les années 60 un lobby anti-nucléaire qui est extrêmement fort, qui diffuse des informations qui sont pas scientifiquement correctes, qui surfent sur des contre-vérités. J'ai parlé tout à l'heure des fumées que l'on voit s'échapper des réacteurs nucléaires qui sont uniquement de la vapeur d'eau. Sur la longévité des réacteurs, 40 ans, ça n'est écrit nulle part, dans aucun document officiel, on a fixé ça. Et il s'appuie là-dessus. Il s'appuie évidemment sur des images qui sont extrêmement choquantes quand on regarde ce qui s'est passé à Tchernobyl ou à Fukushima, mais jamais on vient au cœur de l'explication scientifique, comme j'ai tenté de le faire tout à l'heure. Et puis, il y a des accords politiques. J'ai parlé de Superphénix, qui était donc un réacteur ARNR à sodium à l'époque, qui a été arrêté en 98, mais pour des raisons politiques, d'accords politiques entre ce qu'on appelait la gauche plurielle à l'époque et puis les écologistes qui étaient au gouvernement en 98, et Mme Voynet notamment. De la même façon, en 2012, sous le quinquennat de François Hollande, on a décidé, un peu au doigt mouillé, de réduire la production d'électricité par le nucléaire de 75 à 50%, c'est-à-dire un tiers en moins. Donc on s'est dit, tiens, un tiers, ça sonne bien, et on a à peu près 60 réacteurs, 58, on va faire comme les Allemands, on va en fermer 20. Ah, ça fait bien, on va faire au moins aussi bien que l'Allemagne. C'est toujours des compétitions bêtes et méchantes qu'on se met comme ça. Et donc, 20 réacteurs en moins, ça fait un tiers en moins, on va passer de 75 à 50%. Quand on fait de la politique prospective à 20, 30, 50 ans, sur ces bases-là, il ne faut pas s'étonner que ça donne des résultats qui soient totalement stupides. Donc, on surfe sur des croyances, sur des fausses informations, en tout cas des informations qui ne sont pas scientifiquement robustes, et puis sur des accords politiques. Cette combinaison de tout ça fait qu'on arrive à une politique énergétique qui n'a de politique que le nom, en fait. C'est juste des petits arrangements entre amis, assez provisoires d'ailleurs, ces amis. Alors, mais quand... vas-y, je t'en prie, Lucas. Non, je voulais justement rebondir sur cette question des écologistes qui m'interpelle, parce que comment vous avez essayé d'esquisser un petit peu une explication sur cette position qui est difficilement compréhensible de la part de certains écologistes. J'imagine qu'ils ne sont pas rigoureux parfois sur le plan scientifique, ils ne le sont pas par passion, mais peut-être, est-ce que vous pouvez imaginer des conflits d'intérêts, des collusions avec des lobbies qui promeuvent ou qui défendent le développement de certaines énergies renouvelables, puisque j'imagine que cela ne se défend pas seulement sur le plan scientifique, mais par des collusions avec des centres d'intérêt différents. Non, franchement, je ne ferais plutôt pas ce procès-là, en revanche, parce qu'on voit bien, c'est plutôt le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'en enclenchant le mouvement, vous voyez bien ce qui se passe sur l'éolien, en particulier en ce moment en France. Il y a quand même un vent de refus, si je puis dire, assez fort de la part des élus et de la part des habitants. Et la raison, c'est qu'en fait, on a affaire à des promoteurs.
comme des promoteurs immobiliers qui arrivent dans une commune qui font un peu miroiter monts et merveilles à des élus en disant voilà ce que vous allez toucher après. Et ça échappe. Ça ne procède pas d'une démarche écolo, ça procède plutôt d'une démarche capitaliste, d'investissement sur un territoire, de rentabilité et éventuellement, on arrive à convaincre des élus par des retombées fiscales et économiques sur leur territoire. Donc, je pense pas que moi je fais pas ce procès aux écolos. Non, je pense que vraiment certains se sont dit le nucléaire, il n'en faut pas parce que c'est sale, parce que ça fait des morts. Mais oui, mais les mines de charbon qu'on est en train d'installer en Pologne, qu'on ouvre, je crois, une mine de charbon toutes les semaines dans le monde en ce moment. C'est les rythmes actuels. Ça n'a pas l'air de défriser les écolos, alors que c'est un scandale en termes à la fois de pollution et de risque. C'est meurtrier, les mines de charbon sont toujours, à l'heure actuelle, il y en a toujours des éboulements, ça n'a pas changé, et donc on a beaucoup de décès dus, vous l'avez dit, 60 fois plus de 60 morts par térawattheure produit dans le monde, c'est énorme. Donc voilà, donc je pense que non, ce procès du conflit d'intérêts ou de l'intérêt tout court vers des promoteurs d'éolien ou de photovoltaïque, je n'irai plutôt pas sur cette piste-là. Alors, donc là, c'est intéressant d'avoir le point de vue un peu plus politique de l'homme, les Républicains, parce qu'en plus, on a entendu il y a quelques jours dans la presse que les Républicains seraient climato-sceptiques, comme disait monsieur le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a des Républicains qui s'intéressent au climat. Maintenant, voilà, pour se réinscrire un petit peu dans le thème et pour conclure un petit peu cette entrevue, quant au rapport d'Astrid, quelles sont au final les recommandations que fait cet office au gouvernement quant à la stratégie à adopter vis-à-vis du nucléaire et de l'énergie? Dans les grandes lignes, les recommandations que M. Villani, M. Longuet, vous-même et entre autres, donnent au gouvernement. Alors sur l'aspect climato-sceptique, c'était assez risible en réalité, parce qu'on nous reprochait de ne pas avoir accepté de mettre dans la Constitution que cette Constitution garantissait la préservation de l'environnement. Ça peut pas, c'est une porte ouverte à des contentieux, ils le savaient très bien, donc on a, dans notre travail parlementaire, mis d'autres termes qui on agit pour la préservation du climat, très bien, mais pas de garantie. Sur les préconisations du rapport qui sera publié prochainement, la première, c'est de dire, mais que fait-on? On suspend Astrid, mais on remplace par quoi? La fermeture du site, qu'est-ce que ça devient? Est-ce qu'on a un nouvel axe de recherche en termes d'attractivité aussi pour nos étudiants, pour nos chercheurs, pour nos ingénieurs? C'est quoi le palliatif? Si on veut arrêter Astrid, par exemple, pour des raisons économiques, puis qu'on nous le dise, mais qu'est-ce qu'on fait? On renonce à notre fermeture du cycle? On fait comme les États-Unis, ça veut dire qu'on produit des déchets, on les stocke dans des déserts. On a un peu moins de déserts en France qu'aux États-Unis. La première des préconisations, c'est ça. C'est par quoi remplace-t-on Astrid? Si vous voulez l'arrêter, vous faites quoi à la place? Et ne nous dites pas qu'on peut arrêter de travailler sur le nucléaire du futur. Il faudra du nucléaire dans le futur. Le Parlement, je suis sûr que si on a un débat éclairé là-dessus, Assemblée et Sénat, on aura une forme de consensus sur le cheminement et l'orientation à prendre sur le nucléaire. Dans ce cas-là, on remplace par quoi? Donc, il faut une vraie stratégie pour les décennies à venir sur la recherche, sur le nucléaire du futur. C'est la préconisation numéro 1. Et puis la consultation du Parlement. Alors, on peut pas... Je sais bien que la mode est à Jupiter tout-puissant, mais la mode, ça ne peut pas être de passer outre les prérogatives du Parlement, qui, jusqu'à preuve du contraire, doit faire la loi. Et si la loi doit être changée, c'est également au Parlement de le faire, et pas un président de la République ou un gouvernement, même un porte-parole qui fustige les climato-sceptiques. Et d'ailleurs, si on veut être totalement raccord sur ce point-là, ne pas aller sur le nucléaire, qui est une énergie totalement décarbonée, quasiment décarbonée, entre 6 grammes et 12 grammes de CO2 au kilowattheure produit, c'est au contraire. Il faut aller vers cette énergie-là si on est convaincu que le dérèglement climatique est au rendez-vous, et c'est mon cas. Mais dans ce cas-là, il faut se donner les moyens. Il faut fermer les usines de production d'électricité par les mines de charbon.
et aller vers le nucléaire. Ça, ce serait vraiment responsable. Et c'est un message d'ailleurs mondial. Ce n'est pas un message sur la France. Et la France doit profiter de son leadership des années 70 pour à nouveau bien être moteur dans ce déploiement du nucléaire à travers le monde. On ne peut pas se permettre de dire à certains pays émergents, non, vous n'avez pas le droit de vous développer parce que ça va conduire à une consommation d'électricité qu'on ne peut pas vous promettre. Ah, si, tous les pays ont le droit au développement et donc ça doit s'accompagner par des moyens de production sûrs et décarbonés. Et donc la solution, c'est l'une des solutions, une partie de la solution, c'est le nucléaire. Alors, pour conclure cette entrevue, Monsieur Piednoir, je vais vous poser une dernière question assez rapide, donc qui exige une réponse concise. Vous avez évoqué le rôle important que vous voulez accorder au Parlement sur les questions notamment énergétiques, mais sur les questions politiques, même en règle générale. Quel serait, selon vous, le rôle que pourraient jouer également les citoyens sur ces questions énergétiques? Est-ce qu'ils auraient un rôle à jouer? Est-ce que cela pourrait passer par des consultations citoyennes? Alors, les consultations, elles sont indispensables. On a parlé rapidement tout à l'heure de CIGEO, par exemple, qui est le stockage en couche géologique profonde à Bure, là, dans la Meuse. Ça fait l'objet d'un travail énorme avec la population. Vous imaginez bien qu'accueillir ce type de projet sur son territoire, c'est évidemment pas perçu de manière extrêmement favorable. Donc, il y a eu une large consultation pour expliquer quels étaient les produits qu'elle allait stocker, dans quelles conditions, qu'est-ce que c'était que la vitrification, pourquoi on mettait ça ici et pas ailleurs. Ça, c'est de la consultation citoyenne. Il faut associer évidemment le plus largement possible la population lorsqu'il y a des décisions comme ça qui les concernent sur leur territoire, sur leur voisinage. En revanche, les décisions stratégiques, les décisions législatives, elles appartiennent à l'exécutif, elles appartiennent au Parlement. Moi, je suis un peu effaré de voir qu'on se réfère de manière systématique au 150 de la consultation citoyenne. C'est bien d'avoir cette réflexion, pourquoi pas. Mais il ne faut pas que ça s'impose au travail du Parlement. Ce n'est pas le Parlement qui doit suivre la consultation citoyenne, la convention. Que ça fasse partie des éléments de réflexion, pourquoi pas, il n'y a aucun sujet là-dessus. Mais il ne faut pas inverser les rôles, quoi. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces réponses, monsieur le sénateur. Merci d'avoir pris le temps. Voilà, c'est aussi important. Je pense qu'au XXIe siècle, on peut aussi imaginer que YouTube et les podcasts peuvent être aussi un moyen pour les parlementaires d'exposer leurs travaux et leurs pensées à leurs concitoyens. Je remercie également Lucas, sans qui ça aurait été très difficile d'organiser cette entrevue. J'invite tous nos auditeurs à aller lire, s'ils le souhaitent, les 2 premières parties des articles de Scopéo, Chronique atomique sur l'état de la stratégie nucléaire française. Donc 2 articles écrits par moi-même qui retracent, qui donnent un peu plus de contexte. Et j'invite également les auditeurs à aller consulter le rapport de l'OPEX qui sera publié dans les prochains jours, qui est peut-être déjà publié à l'heure où vous écoutez cette entrevue. Mais une chose est sûre, ce rapport de l'OPEX, c'est un moyen pour nous, les citoyens aussi, d'avoir un œil un peu plus clair sur la politique du gouvernement, sur le pourquoi du comment de ces décisions relatives à la politique énergétique. Et même si des fois c'est un petit peu fastidieux, je pense que le temps qu'a pris M. Piednoir aujourd'hui prouve que l'OPEX est un gage de qualité et j'ai moi-même très hâte de lire ce rapport. Donc, merci une nouvelle fois, M. Piednoir. Merci à vous. Oui, merci beaucoup, monsieur Piednoir, pour cette entrevue passionnante sur la politique énergétique de façon générale, mais on s'est évidemment beaucoup concentré sur l'énergie nucléaire, qui est un sujet sur lequel on peut dire tout et son contraire. Vous avez eu un discours très scientifique, très rationnel sur ce sujet, et j'ai trouvé ça extrêmement pertinent et agréable à écouter. Merci pour vos réponses honnêtes, précises, avec beaucoup de clarté. J'invite tous nos auditeurs à suivre notre travail également sur scopeo.org, notre site internet, à consulter nos articles et nos autres entrevues politiques sur notre chaîne YouTube Scopeo, l'Observatoire politique. Monsieur Piednoir, encore un grand merci et nous vous souhaitons une bonne continuation dans tout votre travail scientifique et parlementaire. Merci à vous également. Au revoir.